Slobodan Milošević, ex-président de la Serbie et de la Yougoslavie, est le premier chef d'État à comparaître devant une cour internationale pour crimes de guerre et génocide. En mars 1999, Milošević a refusé d'empêcher ses troupes de terroriser les Kosovars. Après plusieurs mois de bombardements, les Occidentaux parviendront à le soumettre. Mais ça n'est pas ainsi que les médias gouvernementaux décrivent l'opération. Najvećom radošću naše pobednike i heroje dočekali su njihove porodice i rodbine. Dočekani su aplauzima, onako kako i zaslužuju naši novi kosovski junaci. Na njima se čula jedna parola: ne damo Kosovo. Nismo dali Kosovo. Garantuje suverenitet i teritorijalni integritet naše države Ujedinjene nacije. Mais si la Serbie est officiellement souveraine au Kosovo, Milošević a abandonné tout contrôle sur cette province au profit des Nations Unies. Ces guerres ont appauvri les Serbes et fait d'eux des parias sur la scène internationale. C'est alors que la jeunesse, qui aspire à un véritable changement, décide de se mobiliser. J'ai dit, Milošević tombera instantanément si tous ceux d'entre nous qui sont contre lui se saluent en levant le poing. C'est là que l'idée est venue. Ça signifie « rassemblez-vous » pour la résistance. Ils baptisent leur mouvement Otpor, résistance. Et leur message se répand au gré du vent dans toute la Serbie. Mais comme il fallait s'y attendre, les activistes d'Otpor sont la cible de la police de Milošević. Pour fêter l'entrée dans le nouveau millénaire, Otpor invite la population à un concert de rock dans le centre de Belgrade. 25 000 personnes y assistent. Un des percussionnistes vedettes de Belgrade se produit avec son groupe et chauffe la foule jusqu'à minuit, heure à laquelle le concert doit débuter. Je me doutais qu'il mijotait quelque chose. On a éteint tous les projecteurs. La seule chose visible, c'était l'écran vidéo sur la scène. Jovan Otašević, Nenad Vitković. Puis une voix s'est mise à lire les noms de ceux qui étaient morts au cours des guerres insensées perpétrées par Milošević. Sanja Živković, Goran Živković. J'ai vu sur les visages des gens qu'au début, ils ne comprenaient pas trop ce qu'il se passait. Mais au bout d'un moment, tout le monde est devenu silencieux. Srbijo, da li znaš ko su ovi ljudi? Prebijeni, iznevereni, mrtvi. Après l'appel, il n'y a pas de concert. À la fin, on a dit « Rentrez chez vous, nous n'avons rien à fêter ». Les gens étaient cloués sur place, puis ils sont rentrés chez eux. C'était un message vraiment fort.
Pourtant, Milosevic n'est pas inquiet. 1 an après la guerre, son gouvernement a fait reconstruire la plupart des 55 ponts détruits par l'OTAN. Son programme de reconstruction est un franc succès. Et il annonce, 1 an avant la fin de son mandat, qu'il sera candidat à sa propre succession. Milosevic a toutes les raisons d'être confiant, car les partis d'opposition serbes sont incapables de s'entendre. On se retrouvait seulement lors des meetings, et les gens voyaient qu'on ne s'entendait pas. Je pensais que nous, la coalition de gauche, on remporterait les élections facilement. À Washington, la secrétaire d'État redoute que la politique qu'elle mène soit sur le point de s'effondrer, et elle convoque ses conseillers. Nous les avions bombardés, beaucoup de gens avaient souffert, et si nous pouvions rassembler tous ces gens, il y aurait alors un semblant d'opposition unie. Elle a tapé du poing sur la table, a regardé tout le monde et a dit « Vous devez comprendre que me débarrasser de Milosevic est une priorité personnelle. Je veux qu'il parte avant que je parte. » Elle s'efforce alors de réunir les différents partis de l'opposition serbe et d'en faire l'instrument du changement de régime. Plus de 30 millions de dollars d'aide américaine leur permettent de mener une campagne digne des plus grandes démocraties occidentales. Il ne leur reste plus désormais qu'à trouver le candidat universel. Il fallait soit quelqu'un, soit une organisation qui soit aux yeux du public au-dessus de notre conflit de personnalité. Zoran Djindjic et ses collègues cherchent donc celui qui va affronter Milosevic. Leur choix se porte sur le chef de ce que l'on appelle alors le parti de la camionnette. Il compte si peu d'adhérents qu'ils peuvent se réunir dans une simple camionnette. Ce professeur de droit, Vojislav Kostunica, s'est fait connaître pour ce qu'il n'est pas. Il n'est pas corrompu, il n'est pas l'ami de l'Occident, pas l'ami de Milosevic, et il n'a pas été traîné dans la boue par les médias étatiques. Il était très vendable. C'était un bon produit, sans connotation négative. Mais un homme est sceptique quant au choix du candidat. C'était moins difficile pour les autres de m'offrir cette candidature que pour moi de l'accepter. Après 5 jours de réflexion, il accepte néanmoins de relever le défi, au plus grand soulagement de ses coreligionnaires. Djindjic a souri et puis il s'est tourné vers moi et m'a dit « Espérons qu'il ne fera pas machine arrière quand il verra dans quoi il s'est fourré. » Je dois reconnaître qu'il lui a fallu un certain courage pour affronter Milosevic. Confiant en sa victoire, Milosevic limite sa campagne électorale à de rares visites dans des entreprises amies. Il laisse à son épouse et à ses partenaires de la coalition le soin de sillonner le pays et de tenir des meetings. Ako smo mogli da izgradimo mostove I puteve, uprkos sankcijama, ne vidim zašto ne bismo mogli da pohvatamo lopove u preduzećima, a da u skupštine ne biramo špijune. J'ai fait campagne pendant tout le mois de septembre, jusqu'au jour du scrutin. J'ai parlé aux gens comme à l'école, comme une institutrice. Milosevic et sa maîtresse d'école sont justement confrontés à une révolte estudiantine. L'opposition se sert des jeunes militants d'Otpor comme commando de choc pour les élections. Notre slogan de campagne contre Milosevic, c'était « Il est fini ». On le voyait partout. « Il est fini, il est fini ». Les chefs de l'opposition encouragent même les membres d'Otpor à provoquer la police. Nous les avons peut-être quelque peu exploités, mais nous ne les avons jamais forcés. Mais chaque militant d'Otpor arrêté nous ramenait effectivement 1000 voix de plus.
L'opposition mène sa campagne tambour battant. Mais ses chefs s'attendent à ce que Milosevic, qui contrôle encore tous les rouages de l'État, fausse les élections. L'ex-maire de Belgrade, l'un des anciens alliés du président, a changé de camp. Il est à présent l'un des stratèges de l'opposition. J'ai téléphoné à Zoran Djindjic et je lui ai dit « Nous avons besoin d'un plan et nous devons rester discrets ». Une semaine avant le scrutin, 7 des principaux membres de l'opposition se réunissent en secret dans un club de sport de la banlieue de Belgrade. On les fait entrer dans un cabinet privé dont on s'est assuré qu'il ne cache aucun micro. Ils sont là pour décider de l'attitude à adopter en cas de victoire, si comme ils s'y attendent, Milosevic refuse de s'avouer battu. Certains d'entre eux ont été étonnés. Pourquoi parlions-nous de cela? Parce qu'il le fallait. Nous ne pouvions compter ni sur la police, ni sur les tribunaux, car tous travaillaient pour lui. J'ai donc dit, nous 7 qui sommes réunis ici, nous ne sortirons pas avant de savoir si nous sommes prêts à mourir pour défendre notre victoire aux élections. Tout le monde est tombé d'accord pour faire ce qu'il fallait. Nous utiliserions même les armes si nécessaire. On ne pouvait plus revenir en arrière. Mais un homme n'a pas été convié à cette réunion secrète. Personne n'a rien dit à Kostunica. Mieux valait qu'il ne sache rien. En fin de matinée, le jour du scrutin, la fréquentation est particulièrement élevée, ce qui est de mauvais augure pour Milosevic. Pobedu, ali Koštunica. Evo da očekujem da pobedimo. Ako ne bude nekih malverzacija, što isto očekujem. Les bureaux de vote ferment à 20 h. De son quartier général de Belgrade, l'opposition démocratique de Serbie cherche à prendre un avantage tactique en donnant une estimation des résultats avant son adversaire. Predsjednički kandidat demokratske opozicije Srbije ima 57% osvojenih glasova, predsjednički kandidat Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice 33%. Milosevic fait alors appel aux outils du pouvoir dont il dispose. La commission électorale est largement dominée par ses partisans. Elle reconnaît que Kostunica a remporté plus de voix que prévu, mais qu'il n'en a rassemblé que 49%, ce qui est juste inférieur à la majorité absolue. La commission ordonne un second tour, c'est un ballon d'oxygène pour Milosevic. Il se jette aussitôt personnellement dans la campagne. Conscient de la popularité de Vojislav Koštunica, il dirige ses attaques contre Zoran Djindjic. Ta grupacija se na ovim izborima pojavilo kao demokratska opozicija Srbije. Njen stvarni šef nije njihov kandidat za predsjednika države. Njen dugogodišnji šef je predsjednik Demokratske stranke i saradnik vojne alijanse koja je ratovala protiv naše zemlje. J'avais remporté cette élection. Je devais ma victoire aux gens du peuple qui avaient voté pour moi. Et en acceptant un second tour, je les aurais trahis. J'ai donc décidé qu'il n'y aurait pas de deuxième tour. Pobedili smo uprkos lažima i nasilju Slobodana Miloševića. Pour empêcher un second tour, l'opposition doit enfreindre les règles, et cela sans perdre une seconde. Elle appelle à la grève générale. À 1 heure de la capitale se trouve l'un des moteurs du socialisme de Slobodan Milosevic.
charbon de la mine de Kolubara alimente en électricité les 2 tiers de la Serbie. Et Milosevic a toujours pris grand soin de ses 17 000 ouvriers. Nous étions mieux rémunérés que la plupart des gens en Serbie. Et qui plus est, nous étions toujours payés en temps et en heure. Mais l'opposition dispose de militants au poste clé de la mine. Ils expliquent aux mineurs qu'une grève à Kolubara pourrait porter le coup de grâce à Milosevic. Ils nous ont répondu « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ?» Dans l'heure qui suit, la production s'arrête dans les 4 bassins houillers de Kolubara. Bientôt, 300 grévistes s'installent dans la mine pour empêcher les forces de Milosevic de prendre la relève. Le gouvernement serre alors la vis. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu danas je stavilo zahtev za sprovođenje istrage Istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu protiv Aleksandra Karića, Zorana Cvetanovića. Ukoliko bi one bile sasvim zaustavljene, u Srbiji bi bez struje ostale bolnice i porodilišta i u njima najnemoćniji deo populacije. Deca u inkubatorima, pacijenti na dijalizi, rekonvalescenti, pacijenti na operacionim stolovima. La bataille de Kolubara est encore incertaine. Et 5 jours à peine avant le second tour des élections, les chefs de l'opposition se réunissent à Belgrade pour définir leur prochaine offensive. Nous avons fixé la date butoir au 5 octobre, le jour du rassemblement à Belgrade de toute la Serbie. Ils décident que ce jour-là, des convois rassemblant tous les hommes valides disponibles partiront de 5 villes de Serbie et feront route vers Belgrade afin d'atteindre la capitale à la mi-journée. Une manifestation ne pouvait pas suffire pour l'expulser. On devait aussi s'emparer des organes étatiques. Et on a donc dressé un plan d'action pour y parvenir. Une fois dans Belgrade, ils se dirigeront vers les bâtiments clés, à commencer par le Parlement fédéral et la RTS, la télévision d'État. Peut-être même devront-ils, en ce jour fatidique, respecter leur serment d'empêcher les élections, par la force. Pour ce qui est des armes, on avait ce qu'il fallait. Nous n'en avons jamais manqué dans ce pays au cours des 10 dernières années. Et nous disposions nous aussi de professionnels pour les utiliser. Nous avions tous nos propres groupes armés. Mais certains émettent des réserves. Je redoutais que la spirale de la violence se transforme en une guerre civile. Koštunica s'est occupé d'autres affaires, mais il était au courant de ce qui se passait. Ils savent tous que pour Milosevic, l'enjeu dépasse largement le cadre de la présidence. Car sans la protection relative à sa fonction, il risque l'extradition vers La Haye. Et les ordres qu'il donne par l'intermédiaire du directeur de la police sont sans équivoque. J'ai reçu des ordres du quartier général de la police me demandant de rassembler mes hommes en tenue anti-émeute. On m'a ordonné de prendre la mine d'assaut. J'ai demandé « Est-ce que nous devons ouvrir le feu sur les mineurs ?» Ce à quoi mon chef a rétorqué « Ils doivent être éliminés. » À notre arrivée, la mine grouillait déjà de policiers. Épaulé par 750 hommes, le colonel s'adresse aux grévistes. Alors j'ai dit aux mineurs, « Messieurs, mon rôle est de faire en sorte que vous libériez la mine. Si vous refusez, je serai contraint de vous y obliger par la force. Et pour cela, j'emploierai tous les moyens nécessaires. Vous avez 15 minutes. » Mais les grévistes, en contact avec les responsables de l'opposition, savent que des renforts sont en route.
Nous savions que si Kolubara se rendait et que si la production redémarrait, tout serait perdu. La grève devait donc se prolonger jusqu'au 5 octobre. Les gens sont arrivés en bus, en voiture, à pied. Pendant 2 heures, la police parvient à contenir la foule. Puis, un bus réussit à passer. Des milliers de militants de l'opposition se précipitent dans son sillage. Mon téléphone portable n'arrêtait pas de sonner. Le chef de la police me harcelait. On devait probablement faire pression sur lui aussi. Il m'a demandé si j'avais agi et j'ai répondu que non. J'ai commencé à le faire lanterner. Je l'ai informé qu'on occupait tel et tel bâtiment, qu'on avait pris le broyeur, etc. Mais la police, en nette infériorité numérique, est impuissante. La grève des mineurs provoque des coupures de courant dans Belgrade. La veille de la grande marche de l'opposition sur la capitale, toute la Serbie comprend que Milosevic n'est pas invulnérable. Mais le président sortant envoie ses instructions aux responsables de la police. Le premier ordre qu'on a reçu, c'était d'arrêter à tout prix les manifestants. À tout prix signifiait qu'on pouvait employer tous les moyens à notre disposition. Du matériel classique, comme les matraques, les gaz lacrymogènes, mais aussi du matériel plus sérieux, comme des armes à feu, avec des balles réelles. C'était l'ordre que nous redoutions le plus. Il est un homme que l'opposition craint particulièrement. C'est le commandant des unités spéciales. Un homme énigmatique, connu sous le simple nom de Legia. Voici le seul film de lui dont on dispose. J'ai dit à Djindjic que j'avais entendu parler de Legia et que si quelqu'un devait nous éliminer, ce serait lui. C'était la main de fer du régime de Milosevic. À 16h, la veille du jour J, Zoran Djindjic reçoit un coup de téléphone. J'ai dit, Legia vient de m'appeler, il veut me voir. La question était alors, dois-je y aller? La plupart des gens m'ont répondu que pour Milosevic, c'était le meilleur moyen de se débarrasser de moi, et qu'il devait s'agir d'un piège. Mais ma femme m'a dit, Legia peut te tuer demain si l'on a envie. Alors quelle différence ça fait? Je suis allé en voiture rue de l'Amiral Geprata. Une énorme Jeep aux vitres teintées m'attendait. La portière était ouverte. Legia portait un uniforme de camouflage et un pistolet sur chaque hanche. Il avait un physique de sportif. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la situation et il m'a répondu « Milosevic a truqué les élections. Il a perdu. Je n'abattrai pas des gens pour le compte d'un homme qui a faussé les élections. » Legia semble donc changer de camp, mais Zoran Djindjic n'en est pas entièrement convaincu. À l'aube du jour J, les convois quittent les 5 villes de Serbie pour la confrontation décisive avec Milosevic. Uzice bourdonnait d'activité dès 6 heures du matin. Nous étions prêts à tout.
Le convoi d'Uzice est arrêté une première fois, au bout de 40 km. À l'entrée d'un tunnel, il y avait un barrage de police. Je suis allé discuter avec les policiers, qui semblaient prêts à en découdre, et je leur ai demandé quel était le problème. Leur chef m'a répondu, « Le tunnel est rempli de sable, vous ne pourrez pas passer. » J'ai dit, comme vous le voyez, nous avons un tractopelle. Vous feriez mieux de vous écarter. Nous avons dégagé le sable et nous avons traversé le tunnel. Le convoi de Tchatchak est encore mieux équipé. Nous avons choisi nos véhicules avec soin. On a chargé des pierres sur certains, et un de nos groupes était armé de marteaux, un autre de masse. La police avait aussi bloqué notre route. Nos gars étaient prêts à tout. Ils se sont débarrassés à main nue du camion qui nous gênait. C'est comme ça qu'on dégageait la route. Les contestataires de Tchatchak détruisent 3 autres barrages routiers avant d'arriver à Belgrade. La police ne parvient à faire rebrousser chemin qu'à un seul convoi, et à la mi-journée, les 4 autres entrent dans la capitale. Entre-temps, les tambours avaient battu le rassemblement et les rues se remplissaient de monde. On a joué un rythme que les gens pouvaient suivre. Un rythme entraînant pour les faire aller de l'avant. J'ai appelé ma femme pour savoir comment elle allait, ainsi que les enfants. Elle m'a dit quelque chose qu'elle ne m'avait encore jamais dit, et qu'elle ne redira jamais, j'espère. Tout va bien, les enfants jouent. Ne reviens que lorsque tout sera fini. Nombreux sont ceux qui partagent cet avis. Il est à présent trop tard pour faire machine arrière. Je voulais que ça change comme tous les gens normaux. Je suis petit et le moindre coup de matraque m'aurait étendu raide. Mais une petite voix à l'intérieur de moi disait « Prends le volant et finis le boulot ». À 15h, le conducteur du tractopelle et les joueurs de tambour sont parmi les 500 000 manifestants qui font face aux 4 000 policiers dans les rues de Belgrade. Ils sont venus pour faire tomber Milosevic. Tout d'abord, comme prévu, ils se dirigent vers le Parlement. Un de nos hommes, un sportif, s'est impatienté et il a frappé un policier à la tête avec une bouteille. Ensuite, ça a été l'enfer et la police s'est jetée sur nous. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes et la foule s'est mise à gronder. Certains de mes musiciens ont disparu dans la cohue. J'étais inquiet.
Je portais mon plus beau costume et je me suis mis à courir vers le Parlement. La police nous lançait ses bombes lacrymogènes. On a essayé à plusieurs reprises d'entrer, mais on a reculé en crachant et en pleurant à cause des gaz. Mais à chaque fois que les gaz se dissipent, la foule repart à l'assaut. À l'extérieur du Parlement, des gamins essayaient d'atteindre une des fenêtres du premier étage. C'était impossible, alors je leur ai dit « Attendez, j'arrive ». Avec ma pelle, je les ai hissés jusqu'au premier. Ils ont cassé une vitre et sont entrés. Beaucoup de policiers ne se sont pas présentés ce jour-là et leurs collègues, en très nette infériorité numérique, n'ouvrent pas le feu. Quand la grande porte du Parlement s'ouvre enfin, la foule se précipite. Les gens cassaient les meubles, attaquaient les policiers, leur arrachaient leurs masques à gaz et leurs uniformes. Les policiers du Parlement ont appelé au secours par radio et on s'est dit « il faut qu'on les sauve ». Mais ils n'arriveront jamais sur les lieux. Le colonel Boua et ses hommes sont eux-mêmes pris à partie par les manifestants dans une rue du quartier. L'un des chefs de l'opposition vient à leur secours. Je suis allé rue Kosovska avec mes gardes du corps. La plupart des policiers étaient effrayés. Certains pleuraient. C'était vraiment pas beau à voir. Je l'ai supplié, je lui ai dit « Sauvez mes hommes, ne vous occupez pas de moi. Moi, je ne compte pas. Si la mort d'un colonel est le prix à payer, ce n'est pas un problème. » On a dégagé ces hommes par petits groupes. La foule a protesté, mais nous avons dit qu'il s'agissait de nos policiers, qu'ils étaient dans notre camp. Milosevic fait alors appel au colonel de la police qui a dirigé certaines des missions les plus violentes au Kosovo. J'ai reçu mes ordres du ministre de l'Intérieur. J'ai décollé à bord d'un hélicoptère rempli de bonbonnes de gaz lacrymogène pour les larguer sur la foule massée à l'extérieur du Parlement. Chaque bonbonne pesait dans les 10 kilos. Larguées d'une altitude de plusieurs centaines de mètres, elles auraient tué quiconque se trouvait dessous. En chemin, on n'arrêtait pas de nous appeler pour nous demander si on avait exécuté les ordres. Et je répondais « Non, on est trop haut, il y a trop de fumée ». Finalement, j'ai ordonné aux pilotes de rentrer à la base. On ne pouvait pas remplir notre mission dans ces conditions. À l'intérieur du Parlement, les manifestants se défoulent après des années de frustration. Un homme était sur le point de jeter un téléviseur par la fenêtre. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu « Parce que c'est la RTS, la télévision d'État ». Les bureaux de notre parti ont été incendiés. Les pièces ont été complètement vidées.
Ils ont emporté les téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones, et ils ont même pris mon fauteuil. De sa forteresse de la banlieue de Belgrade, Milosevic tente une ultime action. Il m'a appelé quand le Parlement a été incendié. Il m'a annoncé que l'armée devait protéger toutes les institutions fédérales, comme les douanes et la télévision publique, la RTS. Je lui ai répondu que ce travail, c'était celui de la police, que l'armée, elle, n'était pas formée pour descendre dans la rue et s'occuper de manifestants. C'était le rôle des policiers. Il a dit que je refusais d'obéir à ses ordres. Il était furieux. À ce moment-là, les manifestants font le siège de la télévision d'État, où ils rencontrent une résistance plus acharnée de la part des policiers. Je suis allé à la RTS et j'ai klaxonné pour inciter les policiers à se rendre. Ceux qui étaient à l'entrée m'ont tiré dessus et j'ai relevé ma pelle pour me protéger. J'ai défoncé les portes du bâtiment. Et bientôt, tout a été réduit en miettes. Les policiers ont fui comme des rats. Les gens sont entrés armés de masses, de pierres et de bâtons. Et ils ont passé les policiers à tabac. Le tractopelle de Joe est criblé de 80 impacts de balles. Mais à 17h30, les policiers battent en retraite et le bâtiment de la télévision est en flammes. À 18h30, les 3 chaînes publiques sont coupées. Soudain, j'ai réalisé que je n'avais pas pissé de la journée. Je m'étais concentré sur un seul objectif, aller au Parlement et faire dégager le régime. Dès que je me suis rendu compte que je n'avais pas pissé, j'ai trempé mon pantalon. Mais comme je tenais mon tambour devant moi, personne n'a rien vu. Vaincus et démoralisés, les policiers ne savent plus qui est aux commandes. En voyant dans quel état j'étais, mon fils m'a demandé « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai essayé de lui expliquer. Imagine que toute ta vie, tu as été un supporter de l'Étoile Rouge et que tout d'un coup, quelqu'un te tape dessus et te dit « Maintenant, tu es un supporter du Partizan. » Du coup, tu soutiens le Partizan. Environ 10 000 personnes armées de pistolets étaient dans les rues. La situation était tendue et nous devions prendre énormément de précautions. Beaucoup de gens disaient avoir vu des chars avec le moteur en marche. Le président élu se rend dans un studio de télévision de la banlieue pour une interview. Nikakvog revanšizma ne može biti. Mi se sutra moramo već navikavati, držimo jedni pored drugih, uz sve političke razlike, uz te razlike koje su produbljene. L'opposition sort vainqueur de cette journée, mais a-t-elle remporté la guerre? Aux petites heures du jour, certains chefs de l'opposition rencontrent en secret 3 responsables de la police dans un restaurant de Belgrade. Les bérets rouges de Legia nous cernaient, mais nos hommes les ont encerclés à leur tour. Nous devions savoir si la police allait intervenir, si Milosevic en avait donné l'ordre, et si quelques factions au sein de la police étaient toujours prêtes à nous tuer. L'armée n'avait pas encore fait connaître son allégeance. Des rumeurs prétendaient qu'elle était prête à renverser la situation et à soutenir de nouveau Milosevic. Il était important d'expliquer que l'armée pouvait encore poser des problèmes.
Mais nous disposions de 2 unités de police. Il y avait celle de Legia et il y avait la mienne, composée de plus de 2000 hommes, tous très bien entraînés. Dans ces conditions, nous pouvions tenir face à l'armée jusqu'à ce que le peuple s'organise. Au lever du soleil, Belgrade a retrouvé son calme. Mais Milosevic, ayant toujours fait preuve d'un talent hors pair pour se dépêtrer des désastres politiques, tout le monde attend ses réactions. Koštunica demande au chef d'état-major de l'armée de terre d'organiser une entrevue avec Milosevic. Les 2 hommes se rencontrent pour la première fois. Milosevic avait perdu son habituelle assurance. Mais il a certifié que même s'il avait perdu les élections, son mandat lui permettait de rester au pouvoir encore 1 an de plus. Je lui ai dit que c'était faux, mais il n'a pas relevé. Puis je lui ai communiqué les nouvelles. La Cour constitutionnelle de Yougoslavie venait de publier les résultats. Otkriću vam jednu tajnu. Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. Slobodan a accepté. Il a simplement dit que la propriété de notre fils Marko avait été détruite de façon injustifiée et que ça n'était pas la meilleure façon d'entamer la présidence. Milosevic demande alors à Koštunica s'il peut s'adresser au peuple. Poštovani građani, upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsjedničkim izborima. Tu odluku je doneo organ koji po Ustavu na nju ima pravo i smatram da ona mora da se poštuje. Milosevic est dès lors un citoyen comme les autres, mais aussi un homme recherché, accusé de crimes de guerre par la Cour internationale de justice de La Haye. Et son fils Marko est lui aussi dans une situation délicate. Marko est arrivé avec sa famille. Il avait l'intention de partir, de quitter le pays. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider. À ce moment-là, rien n'était plus important pour moi. Vojislav Koštunica prend ses fonctions. Pour le monde entier, rien n'empêche plus désormais l'extradition de Milosevic. Et les États-Unis demandent qu'on le leur remette. Je crois que les autorités américaines ont joué un rôle essentiel et qu'elles étaient autorisées à le faire. Je me suis rendu à Belgrade pour rencontrer le président Koštunica et nous avons parlé du tribunal. Je lui ai fait part de mes inquiétudes concernant la procédure en cours à La Haye. Celle-ci diffère des tribunaux classiques qui travaillent selon le droit anglo-américain ou européen. Et j'avais des doutes quant à l'impartialité dont elle ferait preuve à l'occasion de ce procès. Je lui ai expliqué que sur ce chapitre, il n'avait pas vraiment le choix et qu'il devait montrer clairement qu'il acceptait l'autorité de la loi. Il allait de plus en plus être soumis à des pressions de la part d'un front occidental uni pour qu'il coopère pleinement avec le tribunal. Le nouveau Premier ministre s'aligne, lui, sur les Américains. Ils ont dit, vous devez coopérer avec La Haye et vous devez agir contre les criminels de guerre. Or, c'était exactement ce que nous voulions. Mais extrader Milosevic pour crime de guerre peut pourtant s'avérer dangereux pour le nouveau gouvernement. Une accusation d'origine serbe serait plus acceptable sur le plan politique. Or, comme par hasard, l'un des plus proches collaborateurs de l'ex-président, le responsable des douanes, déclare à la police que Milosevic est derrière une gigantesque opération de malversation sur les finances publiques. Le responsable des douanes a déclaré à la police que Milosevic était derrière tout ça et que les sommes en question
avoisinait les 300 millions de dollars. Les partisans de Milosevic se rallient à sa cause et le président, autrefois reclus, se mêle à eux. Pourtant, c'est son dernier jour d'homme libre. Dobili smo informaciju od naših ljudi koji se nalaze ispred kapija predsjednikove kuće da se tamo nalazi 6 vozila u kojima se nalaze ljudi obučeni u crne uniforme pod punim naoružanjem i kola hitne pomoći. Mais les partisans de l'ex-président tiennent la police en respect. La plupart d'entre eux étaient des sexagénaires ou des septuagénaires. Ils narguaient les policiers en les chatouillant, en les poussant ou parfois en leur donnant des coups de tête. Cette première tentative d'arrestation de Milosevic se termine de manière grotesque. Il sort et rassure ses défenseurs. Puis il appelle une station radio locale. Na pitanje da li je uplašen i kako očekuje da će se sve završiti, Milošević je odgovorio. Naravno da nisam. Pour sa deuxième tentative, le gouvernement envoie ses troupes de choc, avec à leur tête l'ancien défenseur de Milosevic, Leguia. On les a pris pour des kidnappeurs envoyés par Madeleine Albright. On aurait dit des fantômes, avec des bas sur la tête. Quand ils ont essayé d'escalader le mur, les gardes du corps du président ont ouvert le feu. Le groupe d'intervention ne dépasse pas le portail. Deux policiers et un journaliste sont blessés par balle. La situation était si catastrophique que je suis entré pour parlementer avec Milosevic. Dans la maison, il n'y avait plus ni électricité, ni eau, ni téléphone. Sa femme, Mira, était déconnectée de la réalité. Sa fille m'a expliqué qu'elle avait pris des calmants et qu'elle avait ingurgité 2 bouteilles d'alcool. L'émissaire du gouvernement a dit, devant ma fille et devant moi, que si mon mari ne se rendait pas, tout le monde dans la maison serait exécuté. Milosevic avait un pistolet armé. Et il a annoncé « Vous ne me prendrez pas vivant ». Au même moment, le président Koštunica rentre d'un voyage à l'étranger. Il convoque aussitôt les ministres concernés. L'opération visant à arrêter Milosevic a enfreint la loi en de nombreux points. Elle a mis des vies en danger et a effrayé la population. Koštunica a déclaré que la tentative d'arrestation de Milosevic s'apparentait à un coup d'État. Mais en public, il s'efforce de présenter un front uni. Jasno je dakle da nijedan čovek, pa ni Slobodan Milošević, nije vredan građanskog sukoba i krvoprolića. Ne može se ni ne sme pojedinac ugroziti opšti državni i nacionalni interes. Hvala vam. C'était un message important pour Milosevic. Il ne pouvait compter ni sur l'armée, ni sur le président Koštunica. Milosevic n'a plus d'alliés haut placés.
Ses propos n'étaient plus ceux d'un battant, mais d'un perdant. Mon mari nous a dit, à ma fille et moi, qu'il avait décidé de se rendre. À ce moment-là, notre fils a appelé et Slobodan lui a dit « Marko, j'ai décidé d'accepter d'aller en prison. » Après 33 heures de siège, Milosevic sort et se dirige vers les véhicules de police. À cet instant, sa fille dégaine un pistolet et ouvre le feu sur l'émissaire du gouvernement. Elle le manque. Slobodan Milosevic devient le prisonnier matricule 101 980 de la cellule 1121 de la prison centrale de Belgrade. Il est accusé de malversation financière. Mais pour les Occidentaux, c'est insuffisant. Ils veulent que Milosevic soit extradé vers La Haye pour répondre à l'accusation de génocide. Je pensais que nous devions voter une nouvelle loi avant de coopérer. Le Premier ministre ne fait pas confiance à un système législatif toujours aux mains des partisans de Milosevic. Soit on l'envoyait tout de suite à La Haye, soit on interrompait tout le processus et on replongeait le pays dans l'isolement. Je savais qu'il mijotait quelque chose. L'atmosphère de la prison avait changé. On lui faisait des bilans de santé, on prenait ses empreintes digitales, des photos. J'étais inquiète. Les partisans de Milosevic manifestent à proximité de la prison. Mais cette fois-ci, le gouvernement ne prend aucun risque. Il l'évacue par hélicoptère. À La Haye, il est accusé de purification ethnique et d'être responsable de nombreux meurtres en Croatie, en Bosnie et au Kosovo. Il assure lui-même sa défense avec délectation. Vidjeli ste znači izvađena srca, odsečene glave I šta ste još vidjeli od tih varvarstava o kojima govorite? Šta me ma štije që s'ka post merë ma štire. Se mi masakru gjinën. Pa navedite to sve što ste vidjeli. Interesuje me sve to što ste vi vidjeli. We have dealt sufficiently with that. The witness has given his evidence. You have had your time. And your time is now finished.